Je vais inviter nos partenaires sur la scène, si vous voulez vous joindre à moi. On va démarrer notre petit panel. Donc, bienvenue. Donc, Éric Bernier d'Hydro-Québec, mon ami Caroline chez Devimco, Marc-André de Énergir. Donc, les trois partenaires qui se sont joints à nous autres pour cette étude-là. J'ai quelques questions pour vous. Évidemment, Marc-André, quand on a mis le projet en place, Énergir, comme les deux autres partenaires, en fait, n'a pas hésité à joindre à nous autres dans cette aventure. Oui, effectivement. Peux-tu m'expliquer pourquoi, s'il te plaît? Bien, c'est sûr. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, c'est évident que pour Énergir, la lutte au changement climatique et puis la décarbonation du secteur du bâtiment est directement en lien avec nos fondations de stratégie d'entreprise, si je peux dire. Également aussi, donc l'initiative était aussi en parfaite cohérence avec tous les efforts que l'on déploie depuis plusieurs années dans le secteur du bâtiment, entre autres pour tenter de le décarboner, mais également aussi donc de pouvoir venir influencer encore plus le marché du bâtiment, continuer évidemment donc de réduire sa consommation énergétique. Puis on se le rappelle, donc c'est 10% donc des émissions de GES qui proviennent du secteur du bâtiment ici au Québec. Alors c'est bien sûr que quand on a eu cette opportunité-là, c'était naturel pour Énergir de joindre les acteurs clés et de joindre Génération 1.5 avec les leaders, donc tant au niveau immobilier qu'au niveau du secteur énergétique du Québec. Merci. Éric, je me souviens quand j'ai contacté Hydro-Québec la première fois, les deux filles à qui je parlais me disaient « Ouais, mais tu sais, bâtiment durable, il y en a beaucoup d'études, puis tout ça. » Puis on pense que ça marche, le bâtiment durable, dans l'industrie, en tout cas relativement correctement. Tu sais. Et je disais « Ouais, mais si ça marche tant que ça, il me semble qu'on en ferait comme une machine à saucisses du bâtiment durable. » Puis ça a juste pris ça pour faire « OK, on embarque avec vous autres. » Ça fait que, veux-tu aussi me dire comment le bâtiment durable s'inscrit avec autant d'intérêt dans votre modèle d'affaires, Éric? Avec plaisir. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être présents. Je vais vous dire d'emblée, puis grosse phrase choc, là, vous savez que l'électron vert, l'énergie d'Hydro-Québec n'est plus une commodité désormais. Hein? C'est une richesse. Puis si on part du principe qu'avec une richesse, on bâtit de la richesse, bien, la prémisse de base, c'est que ce souhait-là qu'on avait de participer venait s'inscrire dans la volonté, notre volonté commune de bâtir justement des bâtiments qui étaient plus efficaces, qui étaient pérennes, puis qu'à long terme, peuvent bâtir cette richesse-là. Fait que c'est aussi simple que ça, c'est purement un positionnement de dire la valeur de l'énergie actuellement, l'énergie convoitée, sa valeur est grande, puis il faut bien l'utiliser justement pour bâtir en conséquence. Changement de paradigme quand même assez important, non? Totalement. Ouais. Grand partenaire de l'immobilier, du fonds immobilier aussi. Veux-tu me dire aussi ce qui vous a incité à vous joindre à l'étude Génération 1.5? Écoute, Serge, je m'en allais dire que je ne pouvais pas te dire non. Tu sais, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, mais c'est pas écrit dans le texte. Non, je suis désolée. Mais dans le fond, Devimco tient à être un acteur important là, de l'industrie immobilière dans la lutte au changement climatique. Donc, c'était une des raisons importantes. La volonté aussi d'analyser des solutions qui comptent vraiment puis qui ont un réel impact. Ça, c'était très important pour nous. Et aussi, on voulait s'impliquer dans l'étude pour inspirer puis améliorer les connaissances en immobilier aussi, là, durable. Donc, c'est les trois raisons principales qui nous ont poussés à te dire oui, Serge. Puis, il faut dire que tu parles de connaissances, là, c'est super intéressant, mais on l'a fait aussi un peu pour nous autres, tu sais, parce qu'on a besoin de développer nos propres connaissances à l'interne, c'est important. Ça fait que Génération 1.5, on espère que ça serve à l'industrie éventuellement, mais on va s'en servir allègrement, je peux vous le garantir. Marc-André, tu t'en parlais tantôt un petit peu, mais comment le bâtiment durable s'inscrit avec autant d'intérêt dans votre modèle d'affaires et pourquoi on doit y mettre les efforts? Bien, d'emblée, à mon tour peut-être de faire une phrase choc là, après Éric. Donc, chez Énergir, donc, on a un engagement qui est assez clair. Donc, c'est de viser la décarbonation, ni plus ni moins, là, de notre énergie dans le secteur du bâtiment d'ici 2040. Alors, 2040, on le sait tous, c'est quand même assez près. Mais comment qu'on peut venir avec l'initiative, mais continuer avec également donc les initiatives que nous avons déjà mis de l'avant, donc pouvoir arriver à faire ça
pour nous, c'est évident. Donc, c'est l'investissement dans des bâtiments qui sont durables, qui sont efficaces. Un bâtiment qui est construit de façon efficace, qui a des systèmes mécaniques qui sont efficaces, qui a un contrôle qui est à la hauteur, évidemment, de la tâche, donc au niveau efficacité énergétique, et surtout la résilience, donc aussi des sources d'énergie dans ce bâtiment-là, bien c'est sûr et certain que ça va amener, je pense, un mouvement qui va évidemment venir pousser vers la décarbonation, je vous dirais, de façon naturelle du bâtiment. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que les offres énergétiques d'Énergir, je pense entre autres donc à l'efficacité énergétique, qui a quand même une bonne feuille de route chez Énergir depuis 2001, ainsi que récemment donc le déploiement de la nouvelle offre donc de GNR et de Biénergie, donc offre qui a été déployée avec Hydro-Québec l'an passé, mais aussi en date du 1er avril cette année, donc les branchements 100% renouvelables au gaz naturel renouvelable qui vont être implantés ou qui sont implantés, c'est-à-dire pour tous les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels. Donc, c'est vraiment là l'essence, on pense qu'on va venir capter aussi et qu'on veut continuer à être un joueur dans ce sens-là. Intéressant. Je vous amène au niveau de vos planifications stratégiques ou de vos visions stratégiques. Éric, votre plan d'action 2035, qui est en 5 priorités, c'est un peu de la musique à nos oreilles, là, puis je vais passer les trois priorités que moi j'ai retenues par rapport à Génération 1.5, mais tu sais, il y avait faire preuve d'innovation, il y a déterminer, démarrer meilleurs projets puis transformer vos façons de faire. En quoi les résultats de Génération 1.5 viennent supporter votre planification? 3 éléments tout simples. Priorité 2, amener nos clients à mieux consommer. Évidemment, je pense que la réponse est simple. Consommer mieux, consommer au bon moment. Premier élément super important à considérer. Deuxième élément, faire preuve d'innovation, donc travailler avec la clientèle actuelle, s'assurer qu'on reste ouvert, Hydro-Québec aussi bien que l'écosystème de l'immobilier actuellement, à recevoir des demandes, les accueillir, puis bien travailler justement avec ces joueurs-là dans le développement, l'innovation. Puis, troisième chose, tout simple aussi de notre côté, si on consomme mieux, plus efficacement, on est capable de s'assurer qu'on reporte des investissements éventuels dans la production. Donc, c'est un chantier qui est à 2 niveaux, hein, puis les 2 portions sont indissociables, nouvelle production et efficacité énergétique. Et on en parle malheureusement trop peu. Donc, éditorial de journée, là, parlons plus d'efficacité énergétique, on n'en parle pas assez. Devimco est un acteur super important du monde de l'immobilier. J'ai été heureux de voir que vous aviez maintenant, depuis un certain temps, une équipe ESG à l'interne qui relève de toi, je pense, ça se peut ça? Exact. Dans la dernière année, dans le fond, Serge, on a embauché un coordonnateur en développement durable qui est supervisé par une gestionnaire qui détient une maîtrise en gestion de l'environnement, supervisé par moi. Donc, on a mis en place un comité ESG à l'interne. On a rencontré nos partenaires d'affaires principaux pour voir c'était quoi leurs objectifs pour pouvoir intégrer leurs objectifs à notre stratégie ESG. Ensuite, on a aussi un registre depuis plus de 12 mois de toutes nos consommations, autant énergie, déchets, eau, etc. Puis là, on est en train de faire un état des lieux là, pour justement regarder c'est quoi nos émissions de GES, autant du périmètre 1, 2 et 3, pour un jour, à moyen terme, arriver à peut-être, on pourra donner nos objectifs, en tout cas les publier peut-être. D'ailleurs, on a reçu un de vos formulaires avec des petites questions quiz si on faisait de l'ESG puis à quel niveau on le faisait. C'est intéressant de voir quand même comment l'industrie bouge présentement. Marc-André, je t'amène aussi du côté de Cap sur 2030 ou de votre stratégie de décarbonation. Je comprends qu'il y a 4 axes. Veux-tu nous en parler un petit peu? Puis surtout en quoi nos résultats à Génération 1.5 viennent se raccorder à ça? Oui, puis tu sais, il y a quand même des similarités avec ce que Éric mentionnait tout à l'heure, donc au niveau Énergir aussi. Puis je prendrais peut-être la réponse à l'envers, mais pour nous autres, le constat qui a été le plus frappant et le plus positif donc, de l'étude Génération 1.5 a été vraiment donc de pouvoir être en mesure de déconstruire un petit peu le mythe que d'investir dans des bâtiments en efficacité énergétique n'était pas évidemment rentable au point de vue financier,
bien évidemment avec nos 4 axes stratégiques qui sont au niveau de l'efficacité énergétique, de la biénergie, de meilleure complémentarité avec les réseaux électriques, ainsi que de poursuivre, donc, évidemment, le développement de la filiale GNR. On s'entend que c'est comme des offres qu'on veut venir soutenir, évidemment, donc le bâtiment efficace. Donc, on persiste et on signe encore de nouveau à ce que la conception des bâtiments, donc dès les premiers jours, les premiers coups de crayon ou d'ordinateur de ce temps-ci, bien, puisse intégrer évidemment ces technologies, ces ingénieries-là, si je peux dire, performantes, entre autres l'enveloppe du bâtiment, tellement important. Mais c'est là qu'on vient rejoindre nos 4 axes stratégiques et qui peut par le fait même venir les supporter. Éric, on entend toutes sortes de choses de chez Hydro-Québec par rapport à la charge que vous devez supporter, l'approvisionnement que vous devez prévoir. Qu'est-ce que l'industrie pourrait faire pour vous permettre une période de transition qui fait du sens, raisonnable? C'est intéressant, Serge, parce que je ne pense plus tant qu'on est dans une période de transition. On est vraiment dans une période d'action, à mon avis. Puis une des choses les plus simples que les intervenants avec lesquels on travaille puissent faire, c'est de nous contacter pour réfléchir à leur projet. Et le paradoxe de ça, c'est que ce n'est pas fait tant actuellement avec les gens avec qui on travaille, probablement par de vieux réflexes. Donc, en nous contactant, bien, à ce moment-là, c'est de voir avec tous les programmes qui sont actuellement à leur disposition, les programmes Solutions efficaces, SOS, peu importe, tous ces programmes-là où on est en mesure de subventionner des technologies, aller de l'avant avec du support, entrer dans des projets plus complexes ou de subventionner des projets qui sont plus flyés. On a des gens ici qui ont fait appel à certains de nos programmes, puis qui sont fondamentalement très, très, très intéressants pour eux d'un point de vue financier. Donc, on est dans cette période-là, je vous dirais, où on vit réellement un changement de paradigme sur la façon dont on réfléchit à la manière qu'on construit. Puis nous, on est sur le starting block actuellement, justement, pour aider tous ces clients-là. Je pense que vous êtes prêts. Oui, on est très prêts. On peut le constater. Je vous le confirme, il y a plein de gens dans la salle très près. Là. Avec ton œil d'Alinx, tu sais, les résultats que tu as pu constater, ils t'amènent où dans une vision du futur de la gestion immobilière? Je dirais que ça m'amène à avoir une meilleure visibilité sur les risques futurs. Tu sais, c'est ça, souvent, on va parler des risques, mais là, d'en avoir la mesure puis de l'avoir en pleine face, c'est comme, OK, comme gestionnaire terrain qui dit, OK, mais il y a aussi de l'entretien, puis il y a des enjeux opérationnels, puis tout le monde, je pense, qui vivent la gestion immobilière se rend compte que... Fait que tout ça a été analysé dans l'étude, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on voit que des fois, cette petite partie-là n'est pas toujours mise de l'avant, mais là, elle a été mise de l'avant, puis on voit les résultats aujourd'hui. Fait qu'aussi, avec les appuis financiers, etc., bien, des fois, le modèle commence à avoir de l'allure pour une gestionnaire immobilier, là. Fait que non, c'était très intéressant de voir ça. Éric, on entend toutes sortes de projections quant à la demande à rencontrer chez Hydro-Québec à moyen terme. Quelle est votre capacité de production actuelle, puis quelles sont les projections au moment où on se parle? La sacro-sainte question. La question. La question. Écoutez, pour ceux qui sont fans d'histoire, je vais faire un petit aparté. On a vendu 200,3 TWh en 2023. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Hydro-Québec, en 1944, Adélard Godbout a baptisé le Montreal Light Heat and Power. L'an dernier, ça fait 80 ans. Donc, si on regarde ça, on a dans les 25 prochaines années à produire la capacité qui a été déployée dans les 80 dernières. Et dans les médias actuellement, de manière générale, puis c'est pas du tout pour... mais on parle beaucoup de nouvelles attributions de blocs, de nouvelles demandes, mais on parle malheureusement très, très peu d'efficacité, quel hasard, d'efficacité énergétique. Et dans le plan qui a été déposé par Hydro-Québec, c'est un plan, je vous dirais, qui est à 2 facettes. Nouvelle production et efficacité énergétique, et ces 2 portions-là sont indissociables. Fait que ce que je vous dirais, c'est qu'on est là, on travaille fort à alimenter cette demande-là qui, by the way, est historique. Là, pour ceux qui le savent, qui s'informent un peu, dans les dernières années, Hydro-Québec n'a jamais eu autant de demandes d'un point de vue de nouvelles implantations, de nouveaux projets. On travaille intelligemment à déployer les ressources pour les alimenter, évidemment. Mais le message de la journée le plus important, c'est que la meilleure façon de le faire, c'est en s'assurant que le kilowatt-heure qu'on ne consomme pas soit celui qui soit le plus intéressant.
Et c'est le message que je martèle depuis les dernières années et que je vais continuer à marteler, et qui justement vient s'inscrire dans cette logique-là. C'est qu'on regarde ça vraiment à deux niveaux, puis ces deux niveaux-là sont fondamentalement indissociables l'un de l'autre. Merci. Marc-André, je vais référer à votre quatrième orientation qui est se diversifier dans de nouveaux vecteurs de croissance durable. J'aimerais ça que tu nous fasses rêver un petit peu par rapport à ce que ça veut dire chez Énergir. Rêve et réalité est souvent très près. Hein? Alors, c'est sûr que pour Énergir, on veut être où ce qu'il y a de la valeur. Éric en parlait, on a chacun nos enjeux, mais c'est sûr et certain qu'on veut contribuer au mix énergétique du Québec. Donc, d'avoir un réseau gazier est pardonnez-moi l'anglicisme, est un asset au Québec, mais on va être présent encore une fois là où ce qu'on peut avoir de la valeur. On pense aussi qu'on peut aider lors des événements de gestion de pointe de nos collègues d'Hydro-Québec. On veut aussi continuer à être présent pour venir décarboner, par exemple, avec le GNR, des utilisations qui seraient, par exemple, difficilement électrifiables. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, la position qu'on veut jouer chez Énergir. Par le fait même, l'impact positif de ça, c'est qu'on vient aider un système énergétique québécois qui est résilient et qui va être le plus possible efficace aussi. En parallèle de ça, on a plusieurs projets aussi qui vont de l'avant. Entre autres, on continue, je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, mais donc on continue très fort à développer la filiale de gaz naturel renouvelable au Québec. On a des projets aussi qu'on regarde très sérieusement, la géothermie. Donc, de notre côté, évidemment, suivant ça, on ne peut pas aussi penser tous les projets qui sont au niveau de la captation de carbone. Donc, beaucoup d'enjeux, un petit peu moins dans le domaine du bâtiment, mais vraiment plus au niveau du domaine industriel. Et on fait présentement donc des essais sur le pourcentage d'hydrogène qui pourrait être injecté dans le réseau d'Énergir. Donc, on continue vraiment à pousser ces technologies-là, voir si elles sont viables. Et en parallèle, j'en ai pas parlé encore, mais évidemment, tout l'aspect des boucles énergétiques qu'on sait qui va être vraiment le futur un petit peu. Donc, on a fait quand même nos devoirs depuis quelques décennies avec le CCU, donc notre centrale de climatisation chauffage à Montréal, mais on a des équipes présentement qui travaillent aux quatre coins du Québec pour tenter de faire la promotion, le développement de boucles énergétiques et qui, en passant, est une solution qui pourrait être extrêmement viable pour tous les nouveaux projets immobiliers. Alors, c'est vraiment dans ces secteurs-là est-ce qu'on rêve, mais clairement, on travaille fort. Je vous remercie tous les trois. Je vous invite à reprendre place dans l'auditoire, s'il vous plaît. Merci. Merci.